Je suis en train de regarder et la dernière vidéo que j'ai fait date d'il y a 4 semaines et c'était déjà une vidéo de qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans... Bon, à l'époque c'était Capture One, aujourd'hui ce sera Photoshop. Désolé, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver qui seront un petit peu moins qu'est-ce que sont les nouveautés de machin truc. Photoshop vient d'avoir une mise à jour, on va en parler maintenant. J'espère que vous allez bien, je sais que c'est pas quelque chose que je vous demande souvent en début de vidéo, mais ça fait un petit moment que j'ai pas refait de vidéo, j'avais besoin de faire une petite pause là pendant un petit mois, de me poser tranquille, de lâcher les réseaux sociaux. Vous voyez que le décor a bougé un petit peu, si je regarde un petit peu par là je suis désolé, c'est juste que j'ai changé du coup mon setup et ma manière de filmer aussi. Vous voyez que maintenant j'ai enfin un appareil qui fait la mise au point vraiment sur moi, et pas moi qui fais la mise au point manuelle. C'est le bienvenu, vraiment c'était temps. Donc voilà, je vous en parlerai dans une autre vidéo, on aura le temps d'en reparler vraiment tout bientôt, tout bientôt. Aujourd'hui, on va essayer de faire ça assez court, j'ai pas envie de tirer la vidéo en longueur, on va parler de Photoshop 2020, qui existe depuis un petit moment, mais qui vient d'être mis à jour avec une version juin. Cette nouvelle version, en fait, à la base, je voulais pas forcément vous en parler, parce que quand j'ai vu les nouveautés, j'ai dit, bof, il n'y a pas grand chose, en fait, pour les photographes, c'est pas hyper intéressant. Puis, je sais qu'à chaque fois, ça intéresse pas mal de monde de voir les nouveautés, donc on va quand même en parler, surtout qu'il y en a une pour les photographes qui est vraiment géniale. Peut-être quelques autres aussi, mais quoique, parce que ça touche à Camera Raw, et je suis pas certain que tout le monde utilise encore Camera Raw. En tout cas, même pas beaucoup de monde, parce que entre Capture One, Lightroom et d'autres logiciels, je sais pas vraiment quel marché occupe encore Camera Raw. Mais bref, on va passer sur Photoshop, mais avant de passer sur Photoshop, je vais déjà vous montrer comment installer, parce que j'ai remarqué que lorsque j'ai fait ces dernières vidéos, notamment celle de Capture One, une des questions qui revenait c'était « Ouais, mais la mise à jour, je fais comment ?» Donc du coup, on va regarder déjà comment faire cette mise à jour. Que vous soyez sur Windows ou sur Mac, ça va pas changer grand-chose. Vous allez prendre votre ordinateur, normal. On va ensuite chercher Creative. Alors, si vous parlez français, Cloud. Si vous parlez un petit peu anglais, Cloud. On va ensuite l'ouvrir. Je pourrais pas la faire pour vous, la mise à jour. Mais vous voyez qu'ici, j'ai Photoshop 21.2, parce que j'ai déjà fait la mise à jour. Et c'est marqué ouvrir. Si vous n'avez pas ouvrir, c'est que vous avez certainement, comme pour toutes les autres applications que j'ai ici, quelque chose qui est marqué mettre à jour. Vous cliquez dessus, en étant connecté à Internet et en ayant Photoshop fermé, ça va faire le travail pour vous, ça va vous indiquer quand c'est fini d'être mis à jour et vous allez pouvoir ouvrir Photoshop et fermer Creative Cloud. Peut-être que du coup vous avez vu déjà un des premiers changements radicaux de Photoshop et c'est magique, on est trop content. Le logo a changé. Alors ça va pas changer votre vie, hein, mais voilà, le logo a changé, donc si vous galérez à le trouver sur le bureau ou dans le Finder, c'est juste qu'il n'est plus le même. D'ailleurs, vous voyez que sur la version sombre ici, c'est pas super bien vu. Autre chose qui a changé, le splash screen, il est différent, il y a du blanc. Le logo de Adobe Creative Cloud aussi a changé, il y a des couleurs. On vit pas mieux. J'arrive. La toute première chose qui a changé quand vous allez ouvrir Photoshop, après le logo et après le splash screen, qui sont plus du détail qu'autre chose, c'est l'interface de Camera Raw. Quand vous allez ouvrir un fichier dans Camera Raw, vous allez voir que l'interface a été revue. C'est pas plus mal, un petit facelift, c'était le moment, on est sorti de l'époque de Windows 95, on arrive enfin à quelque chose qui ressemble à quelque chose d'utilisable. Ça ressemble étrangement à Lightroom, pas la version classique, mais la version Cloud, je crois qu'ils appellent, que j'utilise rarement. Ça ressemble vraiment en fait à ce qu'on a aussi sur nos mobiles. Donc voilà, c'est pas mal, c'est assez simple à utiliser, c'est intuitif. Je trouve ça assez bienvenu. Il y a d'ailleurs un outil aussi qui a changé un petit peu en termes d'interface, c'est le mélangeur de couleurs. Auparavant, on avait, je crois, juste cette partie-là, mais qui se trouvait dans un onglet à part. Là, pour la peine, on a les réglages ici, TSI et couleurs, comme vous avez dans Lightroom, et que vous retrouvez aussi, surtout la version couleur ici, que vous retrouvez dans Capture One, qui ressemble beaucoup. Un truc par contre que j'ai trouvé un peu dommage, c'est l'habitude que j'ai avec Capture One, c'est qu'en fait on n'a pas la possibilité de cliquer sur la photo et de faire bouger directement ces points-là. On est obligé d'utiliser le mode TSI, et ça pour la peine c'est un peu dommage, parce que ici il y a cette fonctionnalité et je comprends pas en fait qu'elle soit pas disponible aussi en mode couleur. Peut-être ça viendra, j'espère, mais bon bref. C'est déjà cool qu'il y ait ça. Pour les gens qui ont l'habitude de travailler avec cet outil, je pense que ça sera assez bienvenu parce que c'est un outil qui va permettre de travailler de manière un petit peu plus compacte que la version TSI complète ici, où on a vraiment tout dans des onglets différents. C'est pas
Je trouve pas ça super intuitif. Une autre différence en restant dans le sujet des couleurs, c'est si vous utilisez les réglages locaux dans Camera Raw, si on clique ici sur le pinceau, hop, on va peindre un petit peu n'importe où sur le fond, c'est vraiment juste pour vous montrer. Si on descend un peu, on a l'outil teinte ici qui permet de changer la teinte d'une zone super facilement. Ça, je dois avouer que c'est plutôt pas mal, l'outil marche assez bien pour changer la teinte, pas grand chose à redire. Et enfin, dernier gros changement dans Camera Raw avant de passer à Photoshop vraiment, c'est ce qu'Adobe appelle réglage adaptatif ISO, je crois. Alors c'est un peu bizarre, vous voyez d'ailleurs j'écorche le truc, mot à rallonge traduit de l'anglais. Si vous utilisez les paramètres prédéfinis ou presets ou pré-réglages ou peu importe comment vous appelez ça, dans Camera Raw, vous allez pouvoir faire en sorte que quand vous allez inclure une réduction du bruit dans ce preset, en fait, la réduction du bruit s'applique de manière différente en fonction si votre fichier a été shooté à ISO 800, 1200, 300, 100 ou j'en sais rien quoi. C'est plutôt pas mal parce que comme là, j'ai pris 3 exemples. On a une photo, la première qui est shootée à ISO 125, la deuxième à ISO 2500 et la dernière à ISO 800. Pas tout à fait la même chose. Toutes sont sauf erreur avec le même boîtier, avec un D810, mais la quantité de bruit n'est pas la même et donc la réduction du bruit non plus. Sur cette première photo, par exemple, c'est la photo à ISO 125, je n'irais même pas faire une réduction de bruit en fait. Par contre, sur celle-ci, il y a quand même un peu de bruit. Si je zoome dessus, on voit qu'il y a quand même un petit peu, et moi ça me dérange pas, mais je sais qu'il y a des gens qui viendraient ici et rajouter de la correction légèrement en réduction. Ensuite, récupérer un peu de détail et de contraste pour pas que ça soit trop tout lisse, dégueulasse. Voilà. On a ajusté une photo, on a ajusté une deuxième en lui mettant rien du tout, la première en fait. Donc on va les sélectionner les deux. Et comme vous voyez ici, réduction du bruit, on a en fait un réglage là qui est vierge, on n'a rien du tout. Ça indique simplement que le réglage est différent entre les deux photos. Donc lui, il va pas nous laisser modifier ici. Si je modifie, ça va mettre le même réglage aux deux. Si on crée un preset, donc ça peut être un preset avec d'autres réglages aussi, c'est pas limité juste à la réduction du bruit, on va venir ici sur l'onglet preset, on va faire clic pour nouveau, on va rien sélectionner, on va prendre juste la réduction du bruit, de luminance et de couleur, et vous voyez qu'ici tout au fond, paramètres ISO, on a créé un paramètre prédéfini adaptatif ISO. Et si je le coche et que j'enregistre mon paramètre, on va l'appeler preset démo ISO. On va le laisser dans paramètre prédéfini utilisateur. On fait OK. Et ici, on a preset démo ISO. Si je viens sur la dernière photo, qu'on n'a pas du tout touché, on voit qu'elle a ISO 800. Si je clique sur preset démo ISO et qu'ensuite je reviens sur mon onglet de base là avec détail et réduction du bruit, on voit qu'on a une réduction du bruit à 19. Donc là on était à 30, ici on était à 0, et du coup lui a calculé contre 2 sur une plage ISO de 800, il faudrait pour avoir quelque chose qui correspond à ces deux réglages, une valeur de 19. C'est plutôt pas mal pour les utilisateurs de Capture One qui sont en train de se dire qu'ils se sont fait arnaquer. Vous inquiétez pas, en fait dans Capture One ça fait déjà un moment que ça existe et qu'en fait c'est même déjà intégré dans le slider, dans le petit curseur. En fait, une réduction du bruit à 50 sur une image à ISO 6400 ou une image à ISO 64, ce sera pas le même impact de réduction du bruit. Ici, Adobe a repris un peu cette idée, simplement que le fonctionnement n'est pas tout à fait le même. Il faut passer par des presets et pas juste par le curseur qui le fait lui automatiquement. Quoi qu'il en soit, ça marche déjà bien et je trouve que c'est très bien qu'il l'ait inclus. Ça servira certainement à pas mal d'utilisateurs qui traitent leurs photos dans Camera Raw. Ensuite, on a quelque chose qui intéressera ici plus les graphistes, comme ça on fait une petite pause par rapport à la photo. Par rapport aux graphistes, ou éventuellement aux photographes qui travaillent avec l'outil texte dans Photoshop, vous allez remarquer une chose, c'est que si vous avez un PSD qui a un calque avec une police qui n'est pas installée sur votre ordinateur, vous n'aurez plus le vilain message d'avertissement qui vous dit qu'une police est manquante, qu'il faut l'installer, blablabla, sinon vous avez des problèmes. Ce message ne viendra plus à l'ouverture d'un PSD. En fait, ce que Photoshop va faire à la place, c'est utiliser Adobe Font pour aller voir si la police en question n'existe pas sur Adobe Font pour l'installer pour vous et ensuite vous permettre d'ouvrir le PSD et l'utiliser sans problème. Donc en gros, si une police qui manque dans un PSD existe sur Adobe Font, Adobe va l'installer pour vous sur votre ordinateur et ensuite vous pourrez travailler sur votre PSD de manière complètement transparente comme si votre police n'avait jamais manqué. C'est plutôt pas mal et du coup ça évite vraiment ce message erreur au début et ça va vraiment aussi permettre d'éviter de perdre du temps à aller chercher la police manuellement. Une autre chose aussi, c'est que si la police n'existe pas sur Adobe Font, le message ne va quand même pas s'afficher à l'ouverture, il va par contre s'afficher quand vous allez cliquer sur le calque en question. Donc, comme ça, si vous ne touchez pas au calque qui à la police qui manque, vous n'aurez pas de message d'erreur. C'est plutôt pratique, ça évitera de se dire mince, il va y avoir un problème, alors qu'en vrai,
il n'y a pas de souci. Une autre chose par rapport au texte, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, mais peut-être que vous connaissez déjà cet outil. Si vous venez ici dans Photoshop sur l'onglet, ou plutôt le menu texte, vous avez quelque chose qui s'appelle Trouver une police similaire. Si on clique dessus, ça nous ouvre cette nouvelle fenêtre. On peut ensuite redimensionner sur le texte qu'on souhaite chercher, comme ça. On laisse Photoshop travailler un tout petit peu, et lui, il va nous trouver les différentes polices qui ressemblent le plus à celles qu'on a sélectionnées ici. Cette fonctionnalité, comme je l'ai dit, elle n'est pas nouvelle, par contre elle a été améliorée, ça veut dire que maintenant c'est plus rapide, et surtout les résultats devraient être un petit peu plus probants par rapport à ce qu'on avait dans les anciennes versions. Si vous ne connaissiez pas l'outil, bah voilà, pas plus compliqué que ça à utiliser, et ça marche pas juste sur une capture d'écran comme j'ai fait là, ça marchera aussi sur des photos par exemple que vous faites dans la rue, vous voyez un panneau publicitaire, vous voulez trouver la police pour en refaire un à côté, ça marchera la même chose. Autre truc pour les graphistes, restons ici comme ça on a quand même ce truc qu'on peut couvrir. On va venir dans le petit pion tout au fond là pour les calques de réglage. On va cliquer sur motif et vous allez voir qu'on a maintenant quelque chose qui s'appelle angle et qui nous permet ainsi de faire pivoter l'angle d'un motif. Ça paraît débile, mais je pense que ça servira beaucoup, surtout aux gens qui sont web designers, qui doivent faire des fonds ou des choses comme ça, quoique même graphistes en général en fait. Si vous avez besoin et que vous utilisez Photoshop, je pense que ça sera vraiment génial. Sauf erreur, il est disponible à 2-3 endroits, cet outil motif avec l'angle qu'on peut faire varier. J'ai pas cherché plus loin que ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais voilà, sachez que si vous employez les motifs, vous devriez retrouver cette option dans les différentes manières d'appliquer des motifs. On y arrive. Le truc que tout le monde attend, et la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est l'outil qui va dégoûter tous les gens, mais là je dis vraiment tous les gens qui ont déjà fait du détourage de cheveux et qui se sont cassés la tête sur ces fichiers. Parce que toujours c'est la galère à éditer ces photos, à essayer de détourer les petits cheveux machin sans avoir à les redessiner. Et bien maintenant, il reste un seul bouton à utiliser, c'est sélection, sujet. Et vous allez voir, ça prend 3 secondes, je ne vais même pas couper au montage. On va rester ensemble le temps qu'il calcule tout ça. Hop, c'est fini. Commande J. On va faire un calque entre deux pour vous montrer à quel point c'est vraiment dingue. Je vais faire un calque, allez, couleur, blanc. C'est complètement dingue comme ça arrive à sortir les petits cheveux, même sur un fichier qui n'est pas en très bonne qualité. Donc là, on est à 117%, donc si je le mets à 100, ça nous donne ça. Et là, vraiment, les petits cheveux sont ressortis vraiment très bien. On peut changer la couleur du fond. Et là, quelqu'un qui n'aurait pas vu la photo avec le fond gris, mais qui voit juste cette photo-là, je pense qu'il se ferait complètement avoir. Il verrait limite pas que ça a été détouré. C'est vraiment archi bluffant. Cette nouvelle sélection de sujets a été améliorée, quelque chose de malade, vraiment. Parce que je suis premier à cracher sur Adobe ou sur d'autres constructeurs ou d'autres développeurs quand il y a des trucs qui merdent vraiment et que ça devient pénible parce qu'on en a besoin pour travailler. Mais là, il n'y a rien à dire en fait, c'est genre juste un truc de malade. Donc les photographes qui vont avoir besoin de détourer leur sujet sur un fond, ça va être vraiment une tuerie. Alors je vais pas vous le cacher, je l'ai pas essayé sur 312 000 photos, hein, j'ai pas passé ma journée à essayer cet outil. Sur les photos que j'ai essayé, une petite dizaine de photos, ça marchait vraiment très bien. Je pense que j'ai dit assez vraiment pour rendre le truc crédible. N'hésitez vraiment pas à télécharger cette mise à jour pour juste même que cette fonctionnalité-là. D'ailleurs, je suis curieux de voir, du moment où vous l'avez téléchargé et que vous avez essayé cet outil, laissez-moi un commentaire en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé, pour me dire si vous trouvez que ça marche vraiment bien ou si bof. Parce que moi, je suis vraiment étonné, je suis même choqué, vraiment. C'était le moment. C'était le moment qu'ils fassent ça. Et une dernière chose d'ailleurs par rapport à ça, j'ai vu qu'ils avaient un petit peu caché ça quelque part dans les release notes, c'est qu'ils ont en fait ouvert un programme dans Photoshop Préférences et ensuite on a ici quelque chose qui s'appelle Amélioration du produit. Et si on coche ici « Oui, j'aimerais participer », en fait, ils vont collecter certaines de nos données d'utilisation. Alors, je sais, il y a des gens qui vont me dire « Vie privée, machin, on va encore me traquer pour le Covid-19 ». Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si vous le cochez, ça va permettre d'améliorer justement ce genre d'outils-là. Ils ont différents algorithmes pour différentes fonctions de sélection et de recherche automatique qui ont besoin d'avoir des retours utilisateurs, et si vous l'activez, en fait, ça va permettre que eux puissent utiliser un petit peu certaines de vos données liées à Photoshop pour pouvoir ensuite améliorer gentiment ce genre d'outils de sélection. Je sais pas si ça peut être encore mieux que ce que c'est déjà là, en tout cas ce que je vous ai montré juste maintenant, mais c'est vrai que si ça peut être le cas, moi je vais gentiment activer cette coche
et l'utiliser en espérant que ça améliore encore plus cet outil de sélection. Ah, et avant que je vous dise au revoir, il y a aussi la fenêtre, mais bon, ça va être compliqué de vous montrer. Quand vous allez dans ici, sélectionner et masquer, apparemment les algorithmes qu'il y a derrière certains de ces curseurs ont été améliorés de manière à ce que ça fonctionne de manière un petit peu plus rapide avec les photos qui seraient vraiment très grosses. Plutôt pas mal, vu qu'on a de plus en plus d'appareils photo qui produisent des images qui sont gigantesques. On a fait le tour. Donc moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais revenir vers vous très rapidement avec plein d'autres vidéos. Ma petite pause break des réseaux sociaux est finie. Donc je vais vous proposer du nouveau contenu ces prochaines semaines assez fréquemment et je me réjouis déjà de vous partager certaines des vidéos que j'ai prévues. Je vous souhaite de passer une toute belle journée. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Ciao!